Bonjour à toutes et tous, merci d'être présents aujourd'hui. Je suis Elsa, référente territoriale. Je suis contente de vous retrouver pour notre neuvième rendez-vous avec le CDG. Donc, c'est un format de 45 minutes où on va vous parler d'actualité juridique et statutaire. N'hésitez pas à nous faire vos observations ou poser vos questions via le chat. Elles seront reprises, on apportera les réponses dans le livrable. Aujourd'hui, nous allons balayer l'actu en visu et deux thématiques. La première, la préparation des archives électroniques et les élections professionnelles. Je serai accompagnée pour ça par deux de mes collègues, Aurélie Brisset, responsable unité expertise RH et dialogue social, et Philippe Pote-Daniel, archiviste. On va démarrer tout de suite par l'actu en visu. Je partage mon écran. Donc l'actu en visu. Avant de démarrer, tous les petits symboles où il y a des loupes, ça permet pour vous de retrouver, l'ensemble des liens hypertextes, pardon, qui vous envoient sur notre, site internet. Voilà, ça vous permet de retrouver les informations directement aux bons endroits. Hem Récemment, il y a eu, des décrets, des jurisprudences qui sont sortis et qui nous semblent intéressantes de partager avec vous. La première, ça concerne, le livre 3 de la partie réglementaire du code général de la fonction publique qui est entré en vigueur au 1er octobre, 2025. C'était, une réforme qui était attendue. Elle entraîne notamment l'abrogation de nombreux décrets qui sont remplacés par des dispositions codifiées, l'actualisation des références juridiques dans les actes de gestion et notamment des ajustements concrets dans la gestion des RH, spécifiquement le recrutement. Deuxième décret qui est paru, c'est concernant la retraite progressive. À compter du 1er septembre de cette année, ce dispositif sera accessible dès 60 ans. Avant, c'était à partir de 62. Concernant des jurisprudences récentes, il y en a une qui concerne les entretiens pro et en cette, fin d'année, on sait que nombreux entretiens professionnels vont être réalisés et il y a un petit rappel qui a été fait. Comme quoi les observations qui sont non notifiées à l'agent par l'évaluateur, ça constitue un vice de procédure qui prive l'intéressé d'une garantie en l'empêchant d'avoir connaissance de ces derniers et d'y répondre. Donc soyez très vigilants sur ce point. Et le second aspect, c'est par rapport aux objectifs. Il est important de ne pas les supprimer pour l'année à venir parce que ça ne permettrait pas une évaluation complète de l'agent et notamment ça pourra avoir un impact sur l'évolution de sa carrière. Toujours par rapport à une jurisprudence récente, mais là plus sur l'aspect, accident de travail. Une demande de reconnaissance d'imputabilité au service par rapport à un malaise sur le lieu de travail a été rejetée. Ça a bien eu lieu sur le lieu de travail, mais c'était en dehors des horaires. Autre point qui concerne les archives, la réglementation prévoit qu'à chaque renouvellement de mandat, le nouveau maire ou président prend en charge les archives de sa collectivité tout en relevant son prédécesseur de ses obligations. C'est ce qu'on appelle le récolement des archives. Cette formalité doit être accomplie même si le maire ou le président se succède à lui-même. Le PV et son annexe doivent donc être renseignés consciencieusement. Pour cela, nos archivistes peuvent vous aider. Vous trouverez la prestation et l'accompagnement que le service propose via le flyer que j'ai mis ici en lien hypertexte. Et le dernier point pour les archives, les communes et les EPCI sont responsables de leurs archives et cette responsabilité incombe à l'élu. Vous pouvez retrouver sur notre site internet un livret qui a été fait, qui va reprendre les principales questions que vous pouvez vous poser, que c pour essayer d'avoir des bons réflexes et des gestes à éviter. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. On continue sur les informations, concernant le handicap. Peut-être certains l'ont déjà vu, il y a un guide qui est paru tout récemment, qui reprend les bonnes pratiques et la méthodologie dans la phase d'instruction, des dossiers d'aide financière FIP qui a été réalisé par, la référente handicap du CDG. Il est important de rappeler que la mobilisation des aides FIP nécessite pour les employeurs de se connecter à la plateforme PEPS afin d'adresser leurs demandes. Pour toute question ou accompagnement, n'hésitez pas à solliciter notre référente, donc Caroline Taché. Petit point sur tout ce qui est santé au travail, notamment les RPS. Il semble important de rappeler que les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents doivent être identifiés et figurer dans le DU. C'est un document qui doit être mis à jour de manière annuelle.
Et pour toutes les collectivités qui n'ont pas intégré ces risques, sachez que le psychologue du travail et des organisations du CDG peut vous accompagner via une étude RPS. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous solliciter. Le psychologue du travail, analysera votre demande et il adaptera au mieux son offre en conséquence et vous pourrez donc obtenir un devis pour un accompagnement. Pour terminer sur, les actualités, on parle des ressources humaines et emploi au sens large. La campagne RSU 2024, je l'apprends à personne, se clôture, très prochainement, le 31 octobre. Toutefois, la plateforme, reste ouverte jusqu'à la fin d'année. Donc ça veut dire que vous avez un délai complémentaire pour aller finaliser, le RSU. Toutefois, au niveau du département 54, l'accompagnement s'arrête bien au 31 octobre, donc le service pourra plus vous accompagner au-delà. Le CDG organise également prochainement, la journée de la conférence régionale pour l'emploi 2025. Elle se tiendra le 13 novembre après-midi en visioconférence. Elle aura pour thème, comment préparer et piloter efficacement un mandat local. Vous pouvez vous y inscrire jusqu'au 6 novembre, donc n'hésitez pas. Sur le site internet ont été, publiées récemment les listes d'aptitudes pour, les promotions internes 2025 et vous pouvez retrouver une petite note explicative sur, le décret, de fin juin de cette année qui concerne le report et l'indemnisation des congés annuels qui a été réalisé par le service expertise RH. Concernant, la communication, le CDG a réalisé, depuis cet été, pas mal de ce qu'on appelle nous bulletins d'information, en tout cas sur des thématiques bien précises. Les dernières qui sont parues concernent, le stockage des produits chimiques, le contrat de prévoyance et santé, la campagne de vaccination antigrippale, les produits chimiques et l'étude organisationnelle flash pour les collectivités rurales de moins de 15 ans. C'est un sujet qu'on avait abordé lors du précédent rendez-vous avec le CDG. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. C'est des petits bulletins, très imagés qui tiennent sur une page. Voilà, c'est pour vous donner vraiment les principales informations sur ces sujets. Et notre service RGPD continue tous les mois de mettre à disposition, donc via l'espace RGPD, ce qu'on appelle la minute RGPD et les 2 dernières étaient sur des obligations du responsable de traitement et la dernière plus spécifiquement sur le responsable du traitement pour la vidéoprotection. Petit focus sur 2 prestations du CDG. La première, donc, c'est le co-développement. Le conseil en organisation vous propose, depuis quelques mois cette nouvelle formule qui permet de mutualiser le retour d'expérience de chacun par le biais d'un exercice donc encadré avec, plusieurs séances de 2 heures donc via le co-développement. Le but, c'est de sortir de l'isolement managérial et métier, d'apprendre sur soi, de développer ses compétences relationnelles et de prendre du recul. Donc le prochain co-développement par rapport au manager débutera le 27 novembre. Sur la droite, vous avez les différentes dates jusqu'au 5 mars. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est jusqu'à la fin octobre. Deuxième focus, excusez-moi, ça concerne, l'appui à l'amélioration continue. C'est l'unité appui à l'amélioration qui propose cette nouvelle prestation. Suite à l'obtention de nos certifications ISO 9001 et Calliope, et aussi pour répondre aux besoins des collectivités, l'unité appui à l'amélioration vous propose une nouvelle prestation pour une organisation structurée plus efficace. L'amélioration continue a pour objectif de structurer vos pratiques, sécuriser vos processus et valoriser votre organisation. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller consulter la thématique sur le site internet ou nous saisir via une fiche. Vous avez, le thème pilotage stratégique, puis appui à l'amélioration continue. Tout ce que j'ai pu vous montrer, c'est différents, en tout cas, canaux de communication que vous pouvez retrouver directement via notre site internet, mais surtout, on vous invite à vous abonner, ce qui permet de recevoir une notification, en fait, à chaque, nouveau bulletin ou note ou actualité qui passe sur le site. Donc de nouveau, derrière chaque petite, loupe, vous retrouvez l'accès direct à l'abonnement en question. Pour ce qui concerne l'actu en visu, j'ai terminé la partie et je vais passer la parole à ma collègue Aurélie Brisset, qui va vous parler des élections professionnelles. Merci Elsa. Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, tac, donc pour vous parler des élections professionnelles.
Donc, j'espère que tout le monde verra bien. Voilà. Normalement, c'est bon. En tout cas, de mon côté, ça l'est. Donc, alors, pour me présenter très rapidement, je suis Aurélie Brissé, responsable du service expertise RH et dialogue social. Je serai une de vos interlocutrices tout au long de l'année 2026 pour ce qui va concerner les élections professionnelles. Je serai aussi accompagnée de toute mon équipe, mes 7 conseillers pour vous répondre au mieux et vous accompagner jusqu'au bout, jusqu'au décembre. Alors, la présentation va être structurée autour des principales échéances et je vous ferai quelques petits focus sur les points clés à retenir. Donc, tout d'abord, les élections professionnelles, ça a lieu quand? Je pense que les trois quarts d'entre vous auront déjà eu l'information. Pour ceux qui auraient raté, donc l'arrêté est paru le 2 juillet 2025 et a fixé les élections professionnelles au jeudi 10 décembre 2026. Donc, à cette date-là, vous devrez élire les représentants du personnel pour les CAP, CCP, le CST, donc aussi bien le CST qui sera placé auprès du centre de gestion que tous les CST locaux. Alors, donc pourquoi les élections? Pour rappel, donc les principaux enjeux sont tout d'abord renforcer la démocratie sociale au sein des collectivités territoriales, favoriser un dialogue social structuré et efficace entre employeurs et agents de la fonction publique, et surtout renouveler la représentation du personnel dans les instances de dialogue social. Donc, je le rappelle, au sein des CST, CAP et CCP. Alors, pour ce faire, vous allez avoir plusieurs échéances à bien respecter. Donc, tout d'abord, le 1er janvier 2026. Donc, ça, c'est une date clé. Elle va servir à plusieurs choses. Donc, ça va vous permettre de déterminer à cette date, en fait, l'effectif des agents qui relèvent de chaque instance. Pourquoi faire? Alors, ce recensement permet déjà de vérifier en premier point, est-ce que vous avez atteint ou non le seuil de 50 agents? C'est un seuil clé, car si vous avez atteint bien 50 agents, vous allez devoir créer votre propre CST, votre CST local. Si ce n'est pas le cas, donc pour toutes les collectivités qui auront moins de 50 agents, vous resterez rattaché au CST placé auprès du centre de gestion. Ensuite, les effectifs servent aussi à déterminer le nombre de représentants à élire dans chaque instance placée auprès du centre de gestion. Donc CAP A, B, C, CCP et CST. Les effectifs, en fait, vont aussi vous servir pour définir la part en fait, entre les femmes et les hommes. Cette part-là, en fait, devra être respectée pour la liste des candidats que vos organisations syndicales vont vous déposer. Donc, l'effectif, il est calculé par référence à la définition du corps électoral, donc en se plaçant bien à la date du 1er janvier 2026. Et donc, ces informations-là seront à transmettre au centre de gestion pour dernier délai le 15 janvier 2026 via le logiciel Agir. À cette date-là aussi, donc pour toutes les collectivités qui souhaitent mettre en place ou renouveler des CST communs, c'est-à-dire un CST pour, en général, les trois quarts du temps, la ville et le CCAS, vous devrez aussi à cette date nous avoir transmis vos déclarations d'intention de création de CST communs. Donc ensuite, je vais vous faire un petit focus sur la détermination du nombre de représentants titulaires à élire. Donc, une fois que vous avez défini vos effectifs, ça vous permet de savoir en fait combien vous allez avoir de représentants à élire au sein, donc notamment du CST, mais ça vaudra aussi pour les différentes instances. Donc là, je vous ai remis, normalement, les trois quarts seront concernés par la première strate. Donc, si vous avez au 1er janvier un effectif compris entre 50 et moins de 200 agents, votre CST aura entre 3 et 5 représentants. Après, donc, je vous ai mis les autres strates entre 200 et moins de 1000, 4 à 6, entre 1000 et 2000, 5 à 8. Au-delà de 1000, vous serez entre 7 et 15. Donc là, en fait, c'est plus pour le CST placé auprès du centre de gestion. À noter, pour les CAP en général, donc par catégorie, on est entre 500 et 1000 agents, ce qui permet en fait d'élire entre 6 et 8 représentants du personnel. Et pour les CCP, sur les 2 derniers scrutins, on était dans une tranche de plus de 1000 agents, donc soit l'élection en fait, de 8 représentants du personnel pour cette instance. Donc, autre échéance importante, alors là, c'est plus une période, c'est le premier trimestre 2026. Donc là, ça va surtout concerner en fait les collectivités qui ont leur propre CST et qui vont devoir du coup faire leurs élections au niveau local. Donc pour ces dernières, vous allez devoir prévoir des réunions avec vos organisations syndicales afin de prévoir un certain nombre de points. Donc tout d'abord, vous allez devoir leur communiquer les effectifs en précisant la fameuse part entre les femmes et les hommes, ce qui leur permettra, eux, de se situer pour la constitution de leur liste de candidats.
Vous allez devoir discuter sur la composition et le fonctionnement de l'instance. Alors, pour rappel, donc, le CST, à proprement parler, n'est pas une instance paritaire, puisqu'il n'a qu'un seul collège, celui des représentants du personnel. Les textes nous permettent de mettre en place aussi un collège employeur pour être du coup dans le paritarisme. Donc ça, c'est un choix qui normalement vient d'une discussion que vous avez avec vos organisations syndicales, où vous vous mettez d'accord. Donc si jamais c'est le cas, donc, vous allez devoir par la suite délibérer donc, pour avoir bien ces deux collèges-là. Et ensuite, en fait, la discussion va aussi tourner sur d'autres petits points, donc notamment le nombre de représentants du personnel. Donc comme vous avez vu précédemment, si vous avez entre 50 et 200 agents, par exemple, vous allez devoir élire entre 3 et 5 agents. Donc là, avec vos organisations syndicales, il va falloir se mettre d'accord sur le nombre que vous arrêtez. Si vous avez décidé du coup d'avoir le paritarisme, il faudra décider en face de ce collège des représentants du personnel combien de représentants côté employeur vont siéger à l'instance, sachant que vous ne pourrez jamais aller au-delà du nombre de représentants du personnel. Donc, si vous arrêtez 4 représentants du personnel, au maximum, votre collège des employeurs pourra aussi avoir 4 représentants. Il peut toujours avoir la possibilité d'en avoir moins. Et aussi, point important que vous allez devoir discuter, donc s'il y a bien un collège des employeurs, est-ce que ce dernier a ou non voix délibérative pour la prise de décision par la suite? Autre point sur lequel il va falloir échanger, c'est le recours éventuel au vote électronique. Alors là, tout de suite, je préfère vous alerter sur ce point. On conseille fortement aux collectivités en amont de ces réunions avec les organisations syndicales, dès à présent, de se poser la question du vote électronique, puisque les prestataires sont fortement sollicités. Et donc, il n'est pas certain que si vous décidez de recourir au vote électronique après le premier trimestre, vous aurez encore un prestataire qui sera en capacité de gérer vos élections locales. Et dernier point qu'il faudra aussi aborder, donc, c'est l'éventuelle création d'une formation spécialisée. Alors, pour rappel, il est possible de mettre en place une formation spécialisée. Donc, comme on dit, c'est la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Donc, vraiment qui, en fait, traite plus des conditions, des questions liées à la protection physique, la santé mentale, physique, l'hygiène et la sécurité et les conditions de travail des agents. Si vous avez plus de 200 agents, c'est obligatoire. Par contre, si vous avez moins de 200 agents, c'est une faculté qui est permise par les textes, à la condition que votre collectivité a identifié des risques professionnels particuliers qui justifieraient la mise en place de cette formation. Donc là, c'est aussi un échange à avoir avec vos organisations syndicales pour voir si oui ou non c'est justifié de la mettre en place. Donc, tous ces points, une fois que vous aurez discuté avec vos organisations syndicales, devront être délibérés au moins 6 mois avant la date du scrutin. Donc, retenez, en fait, ça doit être réglé avant la fin mai 2026. Alors, ensuite, je souhaitais quand même vous faire un petit point sur les modes de vote, puisque je vous ai parlé rapidement du vote électronique. Donc, il en existe 3. Donc, vous avez le vote à l'urne. Le classique, donc, c'est applicable aux collectivités qui ont plus de 50 agents. Donc là, c'est typiquement l'agent qui a son bulletin de vote, qui met dans une enveloppe dans l'isoloir et ensuite qui va le mettre dans l'urne. Vous avez le vote par correspondance. Donc là, c'est obligatoire pour les communes de 50 agents ou moins, pardon, les collectivités, j'ai fait un raccourci. Et ça concerne aussi les électeurs empêchés, c'est-à-dire ceux qui seront en congé, qui seront dans l'impossibilité de se déplacer en temps partiel, les agents détachés. Et donc, à noter que le CDG, lui, peut décider que tous les électeurs votent par correspondance après consultation de ces organisations syndicales. Vous avez en troisième lieu le vote électronique. Donc là, c'est possible, mais c'est sur décision de l'autorité territoriale après avis du CST. Et donc, l'arrêté fixant ce mode de vote doit être pris avant la date limite de dépôt des listes et préciser bien les modalités techniques et de sécurité. Donc, pour votre parfaite information, donc cette année, le centre de gestion n'aura pas recours au vote électronique comparé aux 2 derniers scrutins. Donc, on tend à ce que toutes les opérations se fassent par le vote par correspondance. Donc, classiquement, pour les CST locaux, on est sur du vote à l'urne, mais donc vous avez aussi la possibilité de passer par le vote électronique. Et donc, voilà, petit attention, pour le vote électronique, les délais sont très, très courts pour le mettre en place. Ensuite, nouvelle échéance, donc 60 jours avant la date du scrutin, soit le 9 octobre 2026. Donc là, il est question de la liste électorale. Donc cette dernière doit être arrêtée par le président du centre de gestion
ou par l'autorité compétente, donc si vous avez votre propre CST. Alors, elle doit mentionner plusieurs choses. Le nom des électeurs, leur collectivité d'affectation. Elle doit être affichée donc soit dans les locaux du centre de gestion, soit dans les locaux de votre collectivité. Et donc, pour les scrutins que vous ne gérez pas en direct, type la CAP et la CCP, donc vous devrez publier des extraits de liste en fait, où il y aura uniquement les électeurs de votre collectivité pour que chacun puisse vérifier les informations. Donc, les électeurs disposent d'un délai, donc soit jusqu'au 50e jour avant la date du scrutin, pour vérifier leur inscription et adresser donc au besoin des réclamations, donc soit au président du centre de gestion, donc soit auprès de l'autorité territoriale, qui donc devront statuer sous 3 jours ouvrés si la réclamation est justifiée ou non. À partir du 49e jour, seules les modifications liées à des événements postérieurs, type acquisition ou perte de la qualité des électeurs, seront acceptées. Donc, maintenant que je vous ai parlé des électeurs, encore faut-il savoir, est-ce qu'on peut ou non être électeur? Alors, pour le CST, les conditions sont à apprécier à la date du scrutin. Donc ça, bien sûr, ça vaudra aussi bien pour les CAP que pour la CCP. Donc soit on se place toujours au 10 décembre 2026 pour savoir si oui ou non on remplit les conditions. Alors, sont électeurs au CST. Tout d'abord, les fonctionnaires titulaires, donc qui sont en position d'activité, en congé parental ou qui sont accueillis en détachement, voire mis à disposition auprès de la collectivité ou de l'établissement concerné. Vous avez également les fonctionnaires stagiaires, donc qui sont, eux, soit en position d'activité, soit en congé parental. Et enfin, vous avez les contractuels, donc aussi bien de droit public que de droit privé, qui alors soit bénéficient d'un CDI, soit ont depuis au moins 2 mois un CDD d'une durée minimale de 6 mois, ou alors des CDD reconduits successivement depuis au moins 6 mois, et conditions cumulatives, ils doivent exercer les fonctions ou alors être en congé rémunéré ou en congé parental. Donc, ce qui sous-entend donc, que seront exclus du vote pour ce scrutin, alors forcément les personnes qui n'exercent pas dans la collectivité, les personnes qui sont détachées auprès d'une administration ou d'une entreprise, ceux qui sont exclus, donc là on précise bien, donc c'est si c'est la mesure disciplinaire, donc c'est quelqu'un qui a une exclusion temporaire de fonction, les agents en congés spéciaux, les contractuels qui sont en congé non rémunéré ou suspendu, les agents mis à disposition auprès d'organismes de droit privé pour la totalité de leur temps de travail, les agents en disponibilité, ceux qui sont en absence de service fait et également les personnes sous contrat de service civique. Donc ensuite, concernant la CAP, donc là, toujours pareil, conditions appréciées au 10 décembre. Donc là, ce sera forcément les fonctionnaires titulaires, puisque la CAP gère toutes les questions relatives aux fonctionnaires. Donc aussi bien les agents à temps complet que non complet, dont le grade est classé dans la catégorie représentée par la commission en position, donc soit d'activité, de détachement ou de congé parental. Alors ici, à noter, donc pour les fonctionnaires à temps non complet qui sont employés par plusieurs collectivités ou établissements. En principe, les agents ne votent qu'une seule fois s'ils relèvent de la même catégorie. Donc si vous êtes adjoint administratif dans une commune A et adjoint administratif dans une commune B, vous relevez dans tous les cas de la CAPC, donc vous n'allez voter qu'une seule fois. Par contre, les agents qui sont titulaires de plusieurs grades, vous voterez autant de fois que vous êtes titulaire d'un grade. Exemple, donc toujours pareil, une personne qui est dans une collectivité A, adjoint administratif, votera en CAP C, et une personne donc la même personne qui est rédacteur par contre dans une autre commune, là dans ce cas-là, elle sera rattachée à la CAPB pour cette partie-là de l'exercice de ses fonctions. Autre précision, donc les fonctionnaires qui sont mis à disposition sont bien électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine. Et les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur situation d'origine et au titre de leur situation d'accueil, sauf si bien sûr c'est la même CAP qui est compétente. Donc pareil, à contrario, ne participeront pas au vote les fonctionnaires titulaires en position hors cadre, en disponibilité ou en congé spécial, les fonctionnaires stagiaires, avec la petite précision, donc si un agent est titulaire, par exemple, toujours du grade d'adjoint administratif, en détachement pour stage sur le grade de rédacteur. Alors certes, sur le grade de rédacteur, il est stagiaire, donc il ne va pas voter. Par contre, il votera bien, pardon, sur le grade où il est titulaire, donc celui agent administratif, donc il votera en CAPC. Et également, donc là, ça va sans dire, les contractuels de droit public et de droit privé, puisque c'est une instance qui ne concerne pas ce statut.
Et concernant la dernière instance, donc la CCP, donc ici seront électeurs, donc en fait, ça revient aux conditions pour le CST, donc c'est les agents qui bénéficient d'un contrat, donc soit à durée indéterminée, soit ceux qui ont un contrat d'au moins 2 mois, dont la durée minimale est de 6 mois, ou d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins 6 mois. Et la deuxième condition cumulative, être soit en fonction, soit en congé rémunéré ou parental. Là encore à noter, donc pour les contractuels à temps non complet employés dans plusieurs collectivités ou établissements, ils ne voteront qu'une fois, puisque là, contrairement au CAP, comme vous le savez, il n'est plus question de catégorie, il y a une seule CCP, donc peu importe en fait le grade, le temps de travail, le contractuel ne votera qu'une seule fois à la CCP. Par contre, si l'agent a les deux statuts, donc à la fois fonctionnaire et à la fois contractuel, il votera dans les deux scrutins. L'un n'empêche pas l'autre. Autre échéance importante, 6 semaines au moins avant la date du scrutin. Donc là, ça nous place au 29 octobre 2026. Donc là, ici, il va être question du dépôt des listes de candidats. Donc cette date-là, c'est la date limite à laquelle les organisations syndicales devront avoir déposé, donc soit auprès du président du centre de gestion, soit auprès de l'autorité territoriale compétente, leur liste de candidats. Donc, il vous reviendra donc surtout pour les collectivités qui vont avoir à organiser leurs propres élections pour le CST local, de vérifier la recevabilité de ces dernières. Alors, il y a plusieurs choses à vérifier. Tout d'abord, l'organisation syndicale en elle-même. Donc, sont autorisées à présenter des candidats les organisations syndicales qui satisfont aux conditions fixées par les articles L 211-1 et L 211-2 du Code général de la fonction publique, c'est-à-dire les organisations syndicales d'agents publics qui, dans la fonction publique territoriale, sont légalement constituées depuis au moins 2 ans. Donc là, on prendra en compte la date de dépôt légal des statuts et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance. Autre point, les organisations syndicales, donc pareil, d'agents publics affiliés, ce coup-ci à une union de syndicats qui remplit eux-mêmes les conditions. Donc, une fois que vous avez vérifié ce point-là, donc, vous devez vérifier que chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une seule liste de candidats pour un même scrutin. Vous ne pourrez pas avoir une organisation syndicale qui vient vous déposer sous cette casquette-là 2 listes. Ensuite, un agent ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes, par contre, peuvent être communes à plusieurs syndicats, il n'y a pas de souci. Chaque liste doit comporter un nombre pair de noms, ne pas mentionner pour les candidats la qualité de titulaire ou de suppléant, comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant par respectif de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance. Donc là, on en revient à la fameuse détermination des effectifs du début d'année. Et la liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, donc candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale pour représenter la liste. Il est possible d'avoir un suppléant si l'organisation syndicale le souhaite. Ensuite, par rapport aux candidats en eux-mêmes. Donc, les conditions d'éligibilité sont aussi à vérifier pour la collectivité qui va recevoir la liste de candidats. Donc, par principe, tous les agents qui ont la qualité d'électeur sont éligibles, à l'exception donc des agents en congé de longue maladie ou de longue durée, les agents en congé de grave maladie, ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion entre 16 jours et 2 ans, ceux qui ont été frappés d'une exclusion d'au moins 16 jours, et les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L6 du Code électoral, c'est-à-dire les personnes condamnées à l'interdiction du droit de vote et d'élection. Donc, une fois que vous aurez vérifié ça, il conviendra du coup d'afficher les listes dans vos locaux. Donc, les listes doivent bien être déposées et affichées au moins 6 semaines avant la date du scrutin. Donc là, à cette occasion-là, il faudra transmettre un récépissé au délégué de liste qui vous transmettra la liste. La liste devra bien être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Et donc, les listes seront affichées par l'autorité territoriale ou le président du centre de gestion au plus tard le 2e jour suivant la date limite de dépôt. Alors, il sera possible pendant une courte période de les modifier. Donc, en principe, voilà, il n'y a aucune modification à l'exception. Donc, si un candidat est reconnu inéligible dans un délai de 5 jours francs, suivant la date limite de dépôt. Donc, le délégué de liste, informé donc sans délai soit par le président
du centre de gestion, soit par l'autorité territoriale, peut procéder à une rectification dans un délai de 3 jours francs à l'expiration du délai de 5 jours. Donc là, soyez très vigilants sur le respect des délais. À défaut de rectification, donc le président du centre de gestion ou l'autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles. Attention cependant, hein, la liste doit toujours comporter un nombre minimal requis de candidats en fonction du nombre de sièges qui aura été arrêté et respecter la part respective homme-femme. Donc en pratique, donc si vous organisez les élections à votre niveau, donc pensez bien à prévoir des temps d'échange réguliers avec vos organisations syndicales tout au long de l'année pour bien anticiper toutes les problématiques qui pourraient se présenter à vous. Là, moi, je vous ai mis un exemple de calendrier, donc à suivre ou non, avec quelques idées d'ordre du jour pour les différentes thématiques qui seraient abordées. Donc, on pourrait partir sur une première réunion en février 2026, donc sur tout ce qui sera information sur les effectifs, la consultation sur le nombre de représentants du personnel, l'arrêt de la composition paritaire ou non de l'instance, le recueil ou non de la voix délibérative, et aussi, pourquoi pas, la création éventuelle d'une formation spécialisée. Ensuite, 1 mois ou 2 plus tard, vous pourriez aussi rencontrer vos organisations syndicales pour leur rappeler les listes, les règles relatives à la composition des listes de candidats, voir avec eux un peu les modèles de dépôt des candidatures, des listes de candidats, commencer à valider les modèles, de bulletins de vote et d'enveloppes et peut-être aussi faire un point sur le format des professions de vote de foi, pardon. Ensuite, donc là, on est plus à la rentrée, donc pour se caler au calendrier. Donc peut-être en septembre à la rentrée, faire une petite réunion pour rappeler les conditions de candidature et de présentation des listes. Et en novembre, consulter vos organisations syndicales, donc celles qui auront bien présenté une liste, sur l'heure de début des opérations d'émargement des votes par correspondance, sur tout ce qui va être composition des bureaux de vote et organisation générale relatif au jour du scrutin. Donc là, il est recommandé, si vous faites, des temps d'échange réguliers avec vos organisations syndicales, d'à chaque fois bien établir un procès-verbal qui pourra vous servir à besoin. Donc sachant que sur ce point, le centre de gestion, lui aussi, mettra régulièrement des informations à votre disposition pour vous aider à préparer ces réunions au mieux. Et autre point, vraiment restez bien vigilants sur les échéances légales pour ne rien louper, c'est la clé du succès. Et alors pour les autres, donc ceux qui n'ont pas d'élection à organiser au niveau local, mais ça vaut aussi, hein, pour ceux qui ont leur, CST, restez bien connectés puisque du coup le centre de gestion tout au long de l'année, va vous mettre à disposition des informations. Donc comme, au scrutin précédent, il y aura la mise en place d'une page internet dédiée aux élections, donc sur notre site internet. Vous aurez dedans donc notamment la publication des guides élaborés par l'ANDCDG et vous aurez des publications régulières, donc aussi bien de circulaires, comme en début décembre sur les effectifs, courant de l'été 2026 sur la liste électorale, et on mettra à disposition des documents tout au long de l'année qui pourront vous servir. Et donc, pour ne rien louper, je vous ai fait un petit rappel un petit peu plus graphique. Donc, première échéance, le 15 janvier, donc pour la détermination de vos effectifs. Ensuite, 6 mois avant la date du scrutin, donc fin mai, pensez bien à la délibération en lien avec le fonctionnement de votre CST. 60 jours avant la date du scrutin, donc là, le 9 octobre, c'est la date clé pour la publication de la liste électorale. Et le 29 octobre, là, ce sera la date limite de dépôt des candidatures pour après permettre l'organisation du scrutin au 10 décembre. C'en est tout pour ma part. Merci beaucoup Aurélie. Je vais pouvoir laisser la parole à mon collègue archiviste Philippe Paul Daniel, qui va aussi vous présenter son support sur la préparation à l'archivage électronique. Merci Elsa et bonjour à tous. Donc je vais vous présenter une nouvelle prestation proposée par le CDG 54 donc concernant l'archivage électronique. En fait, il s'agit d'une prestation de préparation à l'archivage électronique qui sera montée en lien avec les archives départementales afin de garantir la pérennité réglementaire de cette prestation. Tout d'abord, je vais vous présenter quelques notions et définitions liées à l'archivage électronique. Je partage mon écran. On y vient.
Voilà, déjà un petit rappel concernant l'archivage électronique, qui est l'ensemble des actions, outils et méthodes permettant de conserver à moyen et long terme tous les documents et les informations numériques dans le but de les exploiter, mais aussi de les communiquer, voire aussi de les éliminer si besoin. Quelques catégories de documents électroniques, deux principales, les documents numériques natifs qui sont créés directement sur l'ordinateur, qui sont produits ou reçus par la collectivité. Et nous avons aussi les documents numérisés issus d'un scannage d'un document papier. À partir de là, nous avons trois typologies d'archives électroniques, les données structurées, les données non structurées et les métadonnées. Les données structurées donc sont issues de systèmes informatiques, de logiciels dédiés aux différentes missions des collectivités. Les données non structurées sont donc les documents créés par des fichiers bureautiques, tels que vous connaissez, Word, Excel, mais aussi les fichiers audio, vidéo, les photos, des images, des courriels. Et enfin, les métadonnées sont les données sur les données. Typiquement, c'est des renseignements techniques qui nous permettront pour une élaboration future du système d'archivage électronique de la collectivité. Ensuite, concernant nos archives électroniques qui ont un cycle de vie au même titre que les archives papier. Ces archives électroniques donc passeront du statut d'archives courantes aux archives intermédiaires et archives définitives. Deux étapes majeures de ce cycle de vie d'un document électronique, la création, qui représente le début de sa prise en charge, et aussi l'échéance de sa durée légale de conservation. À l'issue de cette DUA, la durée d'utilité administrative, l'archive sera versée définitivement ou sera éliminée. Donc, concernant les éliminations des archives électroniques, au même titre que les archives papier, elles sont soumises à une autorisation des archives départementales. Et donc, la rédaction d'un bordereau d'élimination sera obligatoire afin d'effectuer la destruction de ces archives électroniques. Le contexte de création de cette prestation nous permettra de proposer la création d'un plan de classement électronique. Dans quel but? Organiser les données produites ou reçues par la collectivité, inscrites sur des supports numériques, fixes ou nomades. Pourquoi cette prestation? Les collectivités ont exprimé le besoin d'organiser un peu mieux les ordinateurs, mais aussi une réalité observée lors des diagnostics de conformité RGPD. Ensuite, cette prestation sera, dans un premier temps, adressée aux collectivités de moins de 3 agents administratifs. Cette prestation d'archivage électronique se déroulera avec les moyens suivants. Tout d'abord, nous proposerons une charte de nommage des dossiers, sous-dossiers et fichiers au sein de cette charte de nommage, notamment sur la règle d'utilisation des minuscules, des majuscules, ainsi que l'exclusion des caractères spéciaux. Et ensuite, nous proposerons une nomenclature inspirée du plan des archives, du plan de classement des archives communales, une nomenclature qui sera élaborée avec la personne référente, notamment pour la dénomination des différents services ou fonctions de la collectivité. Nous vous proposerons également des règles d'utilisation, ainsi qu'une sensibilisation des différents agents utilisateurs de cet archivage électronique. Pour quels objectifs concrets? L'élaboration et l'utilisation d'une arborescence numérique claire et organisée pour tout le monde, ainsi qu'une optimisation de la recherche des documents numériques au service du public. Parmi les objectifs, nous avons aussi une harmonisation des méthodes de classement numérique et de nommage des dossiers et fichiers au sein d'une même collectivité, mais aussi au sein d'un ensemble de collectivités. Ce qui permettra, à la terme, de réduire le volume de données et économiser de la bande passante au sein de vos différents réseaux. Et ce plan de classement numérique permettra de faciliter le passage vers une gestion d'archivage électronique à travers un système dédié. Les étapes de cette prestation. Dans un premier temps, les archivistes du CDG collecteront les différentes données numériques au sein de votre collectivité afin de préparer la mission.
Ces données numériques peuvent être des copies d'écran, la taille des différents fichiers, ainsi que le type de fichier utilisé et les différents logiciels utilisés par la collectivité. Ensuite, les archivistes prépareront cette mission avec la génération d'un fichier informatique permettant l'implantation de dossiers et sous-dossiers avec les intitulés définis durant la collecte. La troisième phase de cette prestation sera la réalisation de la mission en collectivité avec une personne dédiée et qui sera notre correspondante pour la mission. Au sein de cette réalisation en collectivité, nous ferons une sensibilisation des agents, nous créerons l'arborescence numérique et on fera un classement partiel des dossiers. Si vous souhaitez un classement complet des dossiers, veuillez nous contacter, nous ferons un nouveau devis afin de vous proposer la prestation. Et enfin, la dernière étape sera la rédaction d'un livrable ainsi qu'une 2 heures de restitution afin de vous expliquer les différents documents qui vous seront donnés. La durée de déroulement de cette mission, donc nous vous proposons une mission de 28 heures. À travers cette mission de 28 heures, un entretien préalable de 1 heure, durant lequel nous pourrons récolter les différentes données nous permettant de préparer la mission. Ensuite, nous préparons les arborescences possibles afin de vous les proposer lors de notre deuxième étape, c'est-à-dire la réalisation de la mission. On peut compter 2 heures pour une sensibilisation à l'archivage électronique et aux données, avec tous les agents de la collectivité qui le souhaitent. Ensuite, nous créerons l'arborescence numérique avec la personne référente et nous ferons un classement partiel des dossiers. Les durées affichées peuvent être modulées en fonction de la rapidité de la mission ou de la difficulté ou le nombre de dossiers ou sous-dossiers à créer. Enfin, en conclusion, donc nous ferons une analyse et vous remettrons les livrables et ensuite qui vous seront restitués pendant 2 heures ainsi qu'un temps d'échange permettant de clôturer la mission. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. Merci. Merci à mes 2 collègues pour leur présentation. J'espère que ça a pu vous éclairer sur les thématiques qui ont été abordées. Le livrable sera mis sur le site internet d'ici quelques jours. Vous pourrez le retrouver dans la rubrique Nos publications. Il nous reste 2 rencontres régulières avec les collectivités d'ici la fin d'année. Un Zoom sur la prévention et la santé au travail qui se tiendra le 27 novembre et un rendez-vous avec le CDG le 18 décembre, donc l'actu en visu et la thématique promotion interne. On espère vous y retrouver nombreux. On vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.